Salut les néo-autonomistes. La mobilité est un point important de l'autonomie et l'Agence de la transition écologique organise pour la deuxième année le Salon européen des véhicules intermédiaires. Sachant que 60% des trajets du quotidien font moins de 5 km, je suis allé à la rencontre des personnes qui conçoivent les déplacements de demain. Ce reportage vous est présenté tout de suite sur l'Archipel. Barnabé, oui, bonjour. C'est moi. T'as déjà fait une vidéo sur le Velio? Oui, même une petite série. Même une petite série sur le Velio. Est-ce que maintenant que je suis devant, c'est vrai que c'est assez frustrant quand on voit des choses en vidéo et qu'on ne peut pas les tester. Est-ce que tu peux nous faire un tour et nous expliquer déjà, nous parler d'autonomie, de capacité de réparer ce vélo? Est-ce que tu peux nous en dire? Bien sûr. Alors déjà, c'est comme c'est un vélo open source. Il y a un kit de montage, donc on peut trouver toutes les pièces à peu près partout. Là, il y a un guide de montage qui a été fait, qui est très facile accessible. On va sur le site Véliotech, on clique et on le télécharge, c'est un PDF. Il y a tout. Alors, il y a tout comment monter, il y a tout où trouver les pièces. C'est des tubes. Là, on voit. Alors, c'est pas facile de percer tous les tubes, mais on peut demander à un chaudronnier de les percer si on n'a pas envie de les percer. Mais c'est des tubes de 25 mm en aluminium, des boulons de 10. Il y a quelques pièces chaudronnées comme là les longerons là et puis des pièces à côté, les sièges, mais sinon c'est un vrai Lego. Voilà. Donc ça reste des prototypes parce qu'on en a quoi? On a une quinzaine, vingtaine de montées, mais on attend que ça pousse un peu. Des roues pas trop grandes, un moteur actuellement homologué, 250 watts. Okay. Perso, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Ça monte à combien quand tu n'as pas le vent de face? Non, on peut facilement monter à 25 km/h sur du plat, à 1 ou à 2. Mais dès que ça côte un peu et ça monte, on comprend qu'il faut de l'énergie. Et cette énergie, elle n'est pas forcément disponible dans un moteur comme ça. Donc c'est un moteur 250 watts homologué. Il y a une batterie classique qu'on peut changer parce que c'est pas captif. Donc on peut mettre n'importe quelle batterie de vélo. Ça marche très bien. D'ailleurs, je vais faire bientôt une nouvelle vidéo sur un vélo comme ça, pas mal boosté. Donc il s'appellera possiblement le Velio Plus. On verra si j'ai le droit de dire ce mot-là. Quand tu dis boosté, c'est un moteur plus puissant? Oui, je veux un moteur 1000 watts. 1000 watts? Oui, mais chez moi, j'ai 1,5 km de pente à 20%, dont une partie de 300 mètres à 20%. Donc voilà, on peut faire du 5. Alors avec ça, ça marche très bien. On peut aller partout, mais on fait du 3 km/h ou 5. On va plus vite à pied. Voilà, du coup, mais par contre, à pied, on ne porterait pas un gars. On ne pourrait pas porter quelqu'un comme on le fait sur ce Velio-là, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Donc, je veux une plus grosse batterie et un plus gros moteur. Et je vais faire ça et ça va être impeccable. Dis-moi, quand on est un peu chevronné en bricole, etc., combien d'heures pour monter vraiment du premier boulon jusqu'à être sur la route à peu près? Je pense qu'il faut 1 semaine à 2 à peu près. Alors, je déconseille de se lancer avec un kit comme ça toute seule. Mais par contre, régulièrement, il y a des ateliers de montage, il y a des organismes ou des particuliers qui se regroupent et ils veulent monter des vélos. Alors, ceux qui les montent ont souvent fait déjà des stages, des sessions pour monter d'autres vélos. Et ils ont vu comment c'était fait, ils ont vu les écueils, s'il y en avait ou pas, et ils se disent c'est faisable. Du coup, il y a des ateliers, on monte 8 à 10 vélos en même temps. Voilà. Pour 8 à 10 personnes, ou des fois c'est un organisme qui en monte pour plusieurs. Du coup, ça, il faut participer, c'est très très sympa. Dis-moi les plus et les moins, niveau consommation, donc ça doit être ridicule? Alors, comme il y a un panneau solaire dessus, on va dire en moyenne, si on fait 10-15 km par jour, on n'a jamais besoin de le recharger. Voilà. Donc, c'est vraiment un plus. En été, on ne pourra jamais consommer toute l'énergie qui tombe solaire sur ce panneau. Okay. Est-ce que ça va être en ville, dans des immeubles? Je ne sais pas trop, mais dans un endroit comme ça, par exemple, normalement éclairé. Alors là, on ne le voit pas, mais il y a un MPPT et si s'il était transparent ou si on l'ouvrait, on verrait qu'il est en train de charger là. Peut-être qu'il envoie 5, 6, 10 watts, 20 watts. Mais vu les kilomètres qu'on va faire aujourd'hui, je ne pense pas qu'on aura besoin de le recharger. D'ailleurs, entre le dernier salon et aujourd'hui, on ne l'a pas chargé. Voilà. Et on n'a pas ce souci-là. T'as combien en batterie? Excuse-moi, je n'ai pas entendu, je sais pas si... Non, je ne l'ai pas dit. En batterie, c'est une batterie de 500 Wh. C'est une batterie classique, on peut la voir là, elle est dessous. 500 watts, ok. Ouais, c'est des classiques, là. Je crois que c'est une Evergreen. C'est du lithium pour ce genre de... Oui, en termes de qualité poids-puissance, c'est vraiment ça qui est important.
Voilà, on a des branches et puis voilà. Il y a la place pour mettre une deuxième batterie et moi j'ai déjà fait ça. Donc voilà, ça paraît rempli mais c'est tout vide. Excellent. Et pour une personne, combien d'autonomie à peu près pas devant chez toi, hein, quand tu es à 1000 mètres et que tu as du dénivelé. Comme il se recharge tout le temps, t'as pas tu regardes jamais. Ça se recharge tout le temps, donc c'est tout. Tu regardes que c'est plein ou c'est à mi-plein. Ouais, mais même quand c'est très nuageux. Mais là, il va y avoir 10-15 watts tout le temps. Et là, le vélo, on va s'en servir 20 fois une minute. Donc non, on ne va pas décharger aujourd'hui, malgré le temps qui est très nuageux. On ne va pas perdre 1 watt, c'est sûr, aujourd'hui d'énergie. Hier, il y a un petit peu de soleil, donc on a rechargé à bloc. Quand tu vas à 25 km/h, c'est pas trop dangereux. Je sais déjà, moi j'ai une amie, elle a une voiture sans permis. Quand je vois les dépassements qu'elle a eu, en plus les gens doivent être curieux. T'as pas eu de déconvenus Alors, le Vélio, pour en avoir fait, j'ai fait quand même 400-500 bornes et sur National. On n'a pas fait que de la route de vélo parce qu'il est anguleux. Ici, quand quelqu'un nous suit derrière, donc il y a des petites lumières sympas. Personne n'a envie de toucher ce vélo. Donc on s'est aperçu que c'était même moins dangereux qu'un vélo. Parce qu'en vélo, les gens ils voient quelqu'un qui est mou ou je sais pas quoi. Ils se disent si on touche au pire, on va même pas rayer, on va juste nettoyer la voiture. C'est même pas pour la Donc non, les gens nous frôlent en vélo. Alors qu'en vélo, il faut que je le dise là, les gens soit ils s'arrêtent par curiosité pour regarder, soit ils déportent, ils se mettent sur l'autre voie. Voilà. C'est vraiment un véhicule que personne n'avait envie de toucher avec une voiture. Et du coup, je trouve ça beaucoup plus sécuritaire qu'un vélo. Les gens n'ont pas envie de se frotter à ça. Et ça, c'est très agréable. Tu parlais de la vitesse, 25 km/h. Avec ce vélo, c'est très, très confortable. Voilà, c'est la limite haute. Il n'y a pas de suspension. On a pris le parti de ne pas en mettre. Donc, on simplifie les choses. On simplifie les pannes. On simplifie le coût, la construction, tout ça. Mais du coup, au-delà de 25 km/h, ce n'est pas forcément confortable si la route n'est pas parfaitement droite. Voilà, ça, c'est un peu compliqué. En termes de freins, c'est sympa, les freins. J'aimerais un frein régénératif, mais on verra si j'arrive à le trouver, parce que quand ça descend bien, il faut pouvoir freiner. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse. Surtout chez moi. C'est un cas très très particulier. Voilà. J'ai un copain qui a 1000 mètres de dénivelé pour aller chez lui tous les jours, Marc. Et du coup, lui, il est contraint d'être en doublé. Voilà. Il faut deux fois plus de puissance et de réserve de batterie et de freinage et de tout. Donc c'est ça qui est sympa. Tu as dit 200 kg alors à vide? Alors, lui, il pèse 80 kg. Ah, le vélo fait 80 kg, c'est que de l'aluminium. Moi, j'en fais 70. Donc 70 plus un passager derrière 70, 140 plus 80, on est déjà à 200 kg. Donc on ne se rend pas compte, mais même s'il y a une petite cote à 5%, bon, lui, il monte partout, hein. Pas très vite, mais il monte partout. Enfin, pas très vite. Quand il y a des grosses côtes, mais on va faire un petit tour ensemble, tu vas voir, c'est sympa. Tu veux qu'on aille faire un tour? Ah, il faut faire un tour. Ah, oui. Alors, avec grand plaisir. Bonjour, on vient de se croiser. Ce n'est pas juste un prototype, c'est quelque chose qui va être utilisé pour apparemment un gros parcours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu mets en place et ce que tu fais aussi, s'il te plaît? Exactement, je m'appelle Jérôme Zindi, je suis vélo reporter. Depuis 2020, je parcours la France pour trouver des solutions durables. Je fais à vélo, mais c'est clair que le vélo, il a ses limites. Quand il pleut, quand il fait froid, quand on est dans des zones où on n'a pas de piste cyclable. Donc l'idée, ça va être d'utiliser ce véhicule, un véhicule intermédiaire qui est une sorte de vélo augmenté, un vélo caréné. On est à l'abri de la pluie, à l'abri du froid, et je vais faire un tour de France pour partir à la rencontre de toutes les personnes qui inventent ces véhicules intermédiaires. Bon, l'idée bien sûr c'est de remplacer la voiture individuelle qui est lourde, qui pollue, qui pèse plus d'une tonne sans parler des véhicules électriques, et de montrer qu'on peut, qui peut plus, peut moins, donc on peut vraiment se déplacer avec ce véhicule-là, qu'on peut faire plein de choses, qu'on peut travailler avec ce véhicule-là, parce que moi mon travail c'est de faire de la réalisation vidéo. On va raconter tout ça en vidéo comme tu le fais si bien, pour montrer tout ce qu'il existe et puis montrer qu'on peut vraiment changer nos mobilités. Voilà, c'est ça l'objectif, donc ça sera en février-mars 2024. Tu as identifié combien en France à peu près de créateurs de vélos ou de véhicules intermédiaires, vu que tu es en plein dedans donc Ouais, je suis en plein dedans. Alors là, il y en a déjà une bonne trentaine, cinquantaine, et c'est quelque chose qui est en pleine ébullition. C'est absolument magique. On est au début d'une aventure. D'ailleurs, notre aventure va s'appeler la nouvelle aventure mobile. Parce que tu sais, on parlait toujours de l'aventure automobile. Moi, gamin, ça me faisait rêver. Donc en gros, l'idée, c'est qu'on a enlevé auto et c'est la nouvelle aventure mobile. C'est montrer qu'on peut continuer à voyager, à se déplacer. Le but, c'est pas du tout, avec la transition écologique, de se priver de liberté, de laisser les gens de côté. Au contraire, le but, c'est de montrer qu'il y a des solutions qui vont être accessibles aussi financièrement et qui vont même être bénéfiques pour nous.
Dans ce véhicule-là, on est actif, on pédale, donc c'est bon pour la santé. On va dépenser moins d'énergie, donc pas de carburant. Il n'y a pas d'entretien, on peut l'entretenir nous-mêmes. C'est du low-tech. Donc c'est ça en fait, c'est un vrai changement de paradigme. Et c'est ça qu'on va vouloir montrer dans ce projet. Dis-moi, tu dis low-tech, sur les vélos que tu vois et que tu testes, je présume qu'il y a des choses qu'on ne fabrique pas en France. C'est quoi les points noirs? Est-ce que tu peux un chouïa développer? Moi typiquement j'ai un vélo solaire, donc c'est un vélo électrique qui produit lui-même son énergie. Le panneau solaire aujourd'hui vient de Chine, voilà typiquement. Certains composants viennent de Chine, donc effectivement pour moi c'est un problème, c'est une limite, j'en suis totalement conscient. Et là ce qui est intéressant justement dans les véhicules intermédiaires, c'est qu'au-delà des constructeurs, il y a aussi tout ce qui est producteur de pièces. Par exemple il y a Continental qui est une marque allemande, alors il y a beaucoup de production en Asie clairement, mais Continental a aussi des usines en France, des ateliers en France. Et donc là, ils sont en train de comprendre, ils ont 6000 personnes en France quand même. Hein. Ah ouais. Ils sont en train de se rendre compte qu'il faut changer, que l'automobile arrive à ses limites et donc qu'il va falloir trouver de nouveaux débouchés. Et là, ils sont ici, hein, et c'est quand même génial de se rendre compte que même l'automobile est en train de se saisir de ce sujet-là pour pouvoir fournir des pièces pour ces véhicules-là. Il faut des pneus, il faut des freins, il faut des châssis. Aujourd'hui, il y a des usines qui fabriquent des pots d'échappement. Les gens qui font ces pots d'échappement, demain, ils pourront fabriquer les châssis de ces véhicules-là. Et ouais, c'est vrai que quand on regarde, on n'en est pas loin. Hein. Exactement. Donc là, pour moi, on est vraiment dans la transition écologique concrète. Voilà, c'est pas juste de l'utopie, c'est réel, c'est concret et on peut vraiment imaginer que ce véhicule va vraiment permettre de diminuer nos émissions de carbone. Faut rappeler quand même que la voiture individuelle, c'est 16% des émissions de CO2 en France. C'est le premier émetteur. C'est énorme, c'est énorme. Je me documente pas mal et je me documente aussi beaucoup grâce à toi d'ailleurs, grâce à l'archipel. Mais voilà, donc c'est clairement si on... Tu sais, moi j'aimerais que tout le monde soit à vélo. Voilà, c'est clair, ça c'est une solution géniale. Mais c'est pas la solution pour tout le monde. Ma maman qui a 64 ans, qui habite à 8 km du magasin, à 64 ans, elle va pas faire du vélo. C'est clair. Donc qu'est-ce qu'on peut vraiment lui proposer comme solution? C'est bien beau de dire aux gens que leur voiture pollue, il y a une sorte d'injonction. Hein. Il y a les publicités qui te poussent à acheter des voitures. 15% d'un budget d'un SUV, c'est de la publicité. Donc c'est énorme, on te pousse à ça tout le temps. Et en même temps, on explique aux gens que leur voiture pollue. Donc il y a une injonction. Et l'idée, c'est vraiment de trouver des vraies solutions pour que les gens puissent s'en saisir et qu'on ne soit pas juste à leur reprocher de polluer. Tu vois, c'est vraiment de trouver des solutions qui soient accessibles. Il me semble que tu es en contact, tu me disais avec, je ne sais pas si on peut en parler, mais l'ADEME, ils sont en train de voir pour apporter quand même plus d'aide sur ce genre de véhicule. Tu peux nous le développer un peu? Exactement. Aujourd'hui, il y a des aides sur les véhicules électriques, mais ces aides, elles ne sont pas encore conditionnées à la durabilité d'un véhicule, en fait. Donc aujourd'hui, il y a des véhicules électriques qui font plus de 2 tonnes, 2 tonnes 5. Donc c'est un impact énorme à la fabrication, les batteries, etc. Franchement, il n'y a rien d'écologique dans ces voitures-là. Donc l'idée, ça va être de conditionner les aides à la durabilité du véhicule et d'encourager au maximum des véhicules qui sont fabriqués en France, qui sont recyclables, qui sont avec des matériaux biosourcés. Là, on a de la fibre de lin. D'accord, de lin. Exactement, donc ça va être du lin de France, hein, tu vois. Donc l'idée, c'est de trouver, il y a aussi des matériaux, du plastique qui sera recyclé, avec Precious Plastic par exemple, tu vois. Donc l'idée, c'est vraiment de construire un écosystème le plus vertueux possible et bien sûr de permettre que ces véhicules-là, qui sont vertueux, soient beaucoup plus aidés que des véhicules qui soient polluants. C'est vraiment ça l'idée. Bien sûr. Bah oui, c'est d'où ma question, hein, je te disais, parce que je crois qu'il y a des aides, allez, on peut aller jusqu'à 6 000 € sur des tanks électriques. Là-dessus, les aides, si on arrivait à avoir presque autant, c'est plus de moitié prix. Alors, je ne sais pas encore, c'est en train de se construire et c'est plus l'ADEME qui pourra clairement nous donner les détails, etc. Il y a vraiment plein de critères. Hein. Il y a combien de pièces sont fabriquées en France, quelle est la durabilité, est-ce que c'est recyclable, est-ce que c'est durable dans le temps. Voilà, c'est vraiment l'idée d'être le plus efficient possible. Je ne connais pas encore les détails de ces aides, mais c'est sûr que ça serait génial de se dire qu'un véhicule comme ça, qui maintenant coûte 10 000 €, on est au début, hein. Il n'y a pas encore de chaîne de production, donc 10 000 € c'est beaucoup, mais on est au tout début, on ne s'est pas encore industrialisé. Hein. Ouais, exactement. Mais demain, imaginons qu'on ait 50% d'aide pour remplacer un deuxième véhicule ou même voire même le véhicule principal. Ça pourrait coûter 5 000 €. 5 000 €, c'est le prix d'un bon vélo cargo. Donc ça devient carrément raisonnable, accessible. On peut transporter 2 personnes, on peut mettre ses courses, on peut faire 80 km. Je veux dire, on peut changer les roues soi-même. Des choses comme ça, les roues soi-même, exactement. Il n'y a pas d'entretien en fait. Il y a très peu d'entretien. Donc il n'y a plus de garagiste, l'assurance s'est réduite, il n'y a plus de diesel. Il y a très peu de décotes. Il faut savoir qu'une voiture, je ne sais pas si tu as ces chiffres en tête. Dès que tu sors, tu perds 20%, un truc comme ça ou Exactement. Ouais, c'est ça. Une voiture en France, c'est en moyenne, hein, c'est une moyenne, c'est 5 000 € par an.
Donc quand on parle de pouvoir d'achat, c'est vrai que c'est au cœur de l'actualité, on parle de pouvoir d'achat. Alors 500 € c'est quoi? C'est l'assurance, c'est le diesel, c'est l'entretien, c'est la décote aussi, 500 € par mois. Donc imaginons un véhicule qui coûte moins cher et qui permette de se déplacer avec moins de ressources, c'est ça la sobriété. Et cette sobriété, elle peut être heureuse du coup, parce que cet argent, on peut en faire d'autres choses. Merci Pierre Rabhi. Exactement, grand fan de Pierre Rabhi évidemment, mais clairement, avec cet argent, on peut faire d'autres choses. On va pouvoir s'acheter des produits locaux qui coûtent un peu plus cher, du bio, on va pouvoir voyager aussi différemment. Enfin tu vois, c'est tout ça en fait, c'est toute une philosophie. Hein. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, hein, clairement. Bah écoute, Jérôme, tu peux nous dire, je sais pas si on peut te retrouver sur les réseaux ou des choses comme ça, je te trouve trop à l'aise. Tu sais quand on vient de se croiser, on se connaissait pas. Bah écoute, avec plaisir. Alors pour suivre cette aventure, donc, qui va s'appeler la nouvelle aventure mobile, il faut se connecter soit sur les réseaux de l'ADEME, soit sur Jérôme Zindi, vélo reporter, sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Ah bah écoute, merci beaucoup. Et puis si tu passes, on en parlait en off, si tu passes dans le coin pour refaire un tour ensemble et que tu fasses après les 3000, dès que tu auras fait du kilomètre, n'hésite pas à nous faire un retour là-dessus. Ça marche. Merci Jérôme. Merci Salut. beaucoup Jérôme. Merci. Bonjour Hugues. Bonjour, Brian. Est-ce que tu peux nous présenter ta création, s'il te plaît? Oui, donc le Sorean, en fait, ce véhicule intermédiaire que j'ai conçu à partir de l'expérience du quad bike, qui est fabriqué depuis plus de 20 ans, va permettre en fait un déplacement doux et beaucoup moins énergivore qu'une voiture, y compris une voiture électrique. En fait, c'est l'esprit du vélo, la technologie du vélo et une part de technologie automobile réunie qui font que ça donne un véhicule ultra léger, à peu près une centaine de kilos. Seulement? Oui, et qui permet de rouler non pas à 25 km/h comme la plupart des vélos électriques, mais à 45 km/h. Et c'est là un peu la révolution. Et alors une petite question, parce qu'il me semblait que les vélos avec une assistance, ils ne pouvaient pas aller au-delà de 25. Qu'est-ce qui fait que lui, il peut aller plus loin? C'est homologué à 45? Alors voilà, c'est ça. On rentre dans une autre catégorie qui permet en fait d'homologuer ces véhicules pour rouler à 45. Et c'est quoi la touche apportée justement pour... Il y a des arceaux de sécurité ou c'est quoi le... En fait, il faut rendre le véhicule, il faut que le véhicule réponde à cette norme, cette réglementation, sur plein de points techniques assez ardus comme le pare-brise année 1, pour que le véhicule soit en fait un véhicule sécurisé et qui rende l'usage et le déplacement non dangereux. Et au niveau motorisation, en fait, pour atteindre les 45 km/h à deux, et chargé avec des bagages, puisque en fait, l'idée c'est que ce véhicule qui fait à peine plus de 100 kg va permettre de déplacer plus de 200 kg, voire 250 kg de charge utile, donc pilote, passager et bagages. Et donc pour amener tout ça dans des pentes jusqu'à 15% d'ascension, ce qui est énorme parce on parle de l'urbain, mais la mobilité dans le monde rural est quelque chose qui est vraiment défendu ici à Millau, puisqu'on est en Aveyron et il y a un grand relief. Tu parles à un Tarnais, hein, on se comprend. Voilà, et donc de ce fait, la puissance, on peut aller dans la réglementation jusqu'à 4000 watts et on est légèrement en dessous. Et à 4000 watts, enfin oui, moins de 4000. Oui, là c'est un autre monde comparé aux 700 watts d'un vélo 25 km/h électrique. Et tu fais du 0 à 45 en combien de secondes pour Alors, rigoler? c'est une excellente question. J'ai pas eu le temps de mesurer, mais c'est un projet de mesurer l'accélération, le 0 à 45. Je sais pas répondre. Et sur une piste plate, tu pars à peu près sur combien de kilomètres d'autonomie si tu... Très bonne question. En fait, on est sur une autonomie qui peut aller jusqu'à 80 km. Donc réel, hein, c'est-à-dire ils ont été faits à deux ou seuls, parcours mixte, vallonné, plat, vallonné. Donc on peut dire qu'entre 60 et 80 km journaliers, en tout cas, peuvent être faits facilement, avec une recharge de 2 heures seulement, quand la batterie est totalement vide ou 80% vide. Je me permets de te poser la question parce que je suis sûr que tu le sais. Ça représente donc 80 km par jour. C'est presque 90% de nos déplacements, voire plus, non? Ah, je crois que c'est au quotidien, on n'est pas, oui, certainement pas loin des 90% journaliers. Moi, journalier, je fais 20 km aller et 20 km retour. Mais la plupart des Français qui vont travailler, c'est moins que 20 km aller et retour pour aller sur leur lieu de travail, je pense. Hein.
Donc ça reste très confortable en termes d'autonomie au quotidien et ça peut être utilisé pour aller faire les courses, pour amener ses enfants à l'école, au lycée ou ailleurs, je le fais au quotidien. Déposer ses amis, sa compagne sur les lieux de travail, c'est tout à fait envisageable. Je t'ai pas demandé la batterie, c'est quoi sa capacité? Ah, là, on rentre dans le technique. Alors, mais ça intéresse beaucoup. Voilà, la beaucoup capacité de la batterie, c'est 10 fois moins qu'une voiture électrique comme une Zoé. Donc, on est à même voire 20 fois moins, on est à 2,1 kW seulement. Donc, on consomme moins de ces éléments et de ces matériaux précieux et rares qu'une voiture électrique n'a besoin en fait pour avancer. Tu as calculé le watt au kilomètre? Oui, je sais qu'il y en a qui le font. On parle de high-tech, de low-tech et de compromis, on est entre les deux. Il est difficile de se séparer d'une électronique de puissance perfectionnée et on est aux alentours des 25 Wh au kilomètre. Donc ça reste vraiment, on est dans à peu près 10 fois moins qu'une voiture électrique de petite taille. Et je présume qu'en descente, vu que surtout ici, ça se recharge Voilà, c'est ça. Ah, il y a au freinage, lors du freinage, il y a une régénération qui se fait et on recharge la batterie, oui. Donc c'est un pourcentage relativement faible, mais ça donne un confort de freinage et une puissance de freinage accrue qui fait qu'on use moins les freins. Et de ce fait, la consommation en composants ou énergie est moindre. Question, ça c'est ton véhicule perso ou c'est quelque chose que tu développes pour après le produire à une plus grande échelle? Et si oui, combien t'en produis par an? Voilà, c'est l'idée. Non, c'est une excellente question. L'idée c'est que QBX, donc la société que j'ai créée il y a 20 ans, a toujours eu dans l'idée d'aller au bout, et c'est-à-dire de proposer des produits commercialisables, mais d'abord les tester, les valider. Et là, donc ce produit-là, je l'utilise moi au quotidien, mais il va être dupliqué à l'identique avec les améliorations retenues des différents pilotes testeurs. Et l'association INVD donc, a une part importante dans ce projet, puisque c'est eux qui ont été à l'initiative de la rédaction du cahier des charges. INVD, excuse-moi, tu peux le... Oui, INVD, donc c'est Innovation des véhicules doux, qui m'ont contacté il y a 4 ans, qui m'ont rédigé un cahier des charges très pertinent, qui a fait que QBX, donc moi-même, a bien voulu réfléchir à une solution, parmi tant d'autres, il y en a bien d'autres, un compromis entre se déplacer avec peu de matériaux embarqués, à une vitesse qui pour moi, le mot est un peu fort, c'est une révolution que de rouler avec un véhicule où on est protégé et on peut rouler à 45 km/h. Et donc, comme une personne faisait la remarque, on est vraiment intégralement protégé. Parce que sans ça, le concept n'est pas valide. Et j'ai roulé sous la pluie. Avec ça, je présume, avec celui à côté aussi. Sous des trombes d'eau même, avec du vent fort. Mais on sifflote quoi, on rigole parce qu'on est dans l'esprit d'une Méhari, c'est un véhicule mythique que tout le monde n'a peut-être pas connu. C'est une Citroën, si ça a été ma référence, en termes de conception et l'association de la fibre de lin pour la carrosserie rigide blanche et du tissu acrylique qui est un textile nautique, étanche bien évidemment, font que c'est un bon compromis entre protection et bruit. Parce que la résonance à l'intérieur a été réduite au maximum grâce à l'usage du tissu. Je viens de m'apercevoir qu'il y a une plaque d'immatriculation. Oui, on est dans la catégorie des véhicules immatriculés puisqu'on est sur du 45 km/h et à partir de là, la réglementation impose des immatriculations au même titre qu'un scooter. Ou une voiture sans permis, puisqu'on est quand même proche de la catégorie voiture sans permis, qui sont, elles, quelquefois en L7, donc un petit peu plus lourdes que ces véhicules ultra légers. Est-ce que ça te dit, on fait juste une accélération, parce que je l'ai vu partir, ça m'a impressionné. Si ça ne te gêne pas, je me mets derrière et juste pour le filmer. Si ça te... bien sûr. Ouais. Eh ben, écoute, je ne sais pas trop comment on s'y prend, je pense que je rentre en premier. Tu chevauches, tu mets ta jambe gauche à gauche. Ok. Alors là, c'est dans les conditions du direct, ça va être assez... Ah, je me mets sur le châssis. Tout simplement. Ah ouais, c'est extrêmement simple. Je montre aux personnes. Attention ta veste. Ah oui, voilà. Attends, je vais tout... à l'intérieur. Juste pour que les personnes voient l'accélération. Il n'y a pas de ceinture par contre dans l'homologation? Non, pas de ceinture. Non, parce qu'on est ultra léger et il n'y a pas de ceinture. Donc on ferme la porte. Ok.
Et est-ce que tu as un kit pour pas te le faire voler? Tu as quelque chose pour bloquer ou... Il y a des astuces, oui, pour ça. Il y a des astuces pour ça. Donc là, on se met en vitesse 1 pour démarrer, en puissance basse, et on va démarrer. On va faire même un tour si tu veux. Ouais, bah écoute, avec plaisir. Allez, on y va. Ah punaise, c'est dingue comment ça traite. Alors tu me parlais de vitesse. Oui, on est là, la vitesse, on est seulement à 20 km/h là. Hein. Mais tu as des vitesses à changer? Vitesse mécanique, pardon, excuse-moi. Ouais, vitesse mécanique. On est à 9 vitesses mécaniques. Je suis resté plutôt traditionnel sur le changement de vitesse, moi. Boîte, vitesse mécanique. Alors c'est vrai que le cerveau va devoir s'intéresser à être sur la bonne vitesse au niveau développement des pédales, des manivelles. Et donc on change de vitesse et on va choisir la puissance moteur sur la gauche, là, et régulateur aussi. Ouais. Là, je suis en régulation 37. Là, on va accélérer. Là, je suis à 27, à 37. Je suis là, c'est une vitesse de croisière, c'est rien ça. Ça, c'est suspension, comment tu... c'est justement le savoir-faire de QBX. Excellent. Là, on entend le frein. Tu entends le frein? Vous êtes combien dans ta société? Ça reste une petite société. Je fais appel à beaucoup de savoir-faire en sous-traitance, en participation sous-traitance. Et je fais intervenir une 50aine de fournisseurs et de prestataires externes. Et sinon, le noyau dur est se tient dans les doigts d'une main. Et alors, petite question, en France, c'est quoi le plus difficile? Qu'est-ce qu'on fabrique pas et qui est un peu le point noir? Je présume que c'est tout ce qui est motorisation. Alors la motorisation est forcément une motorisation qui n'est pas française. D'accord. J'allais dire malheureusement parce que j'ai démarché en fait une société française, mais elle n'était pas disponible à fournir ses moteurs en fait. Bonjour Laurence. Bonjour. Comment on en arrive à faire ce bolide? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu s'il te plaît? Ça a commencé il y a à peu près 4 ans. Okay. Mon mari voulait pouvoir se déplacer facilement sans allumer un moteur thermique de l'utilitaire qu'on avait besoin de tous les jours. Donc en fait, il a travaillé sur au départ, c'était une barquette de ridelles de remorque qui tiennent le véhicule. Et c'était dans le but de pouvoir transporter des choses, des matériaux principalement, des personnes parfois, des enfants, ça arrive, ou moi-même des fois je prends mon cabriolet le week-end, j'ai mon chauffeur et je m'assois derrière. Ils doivent adorer les enfants ça. Les enfants adorent et c'est les premiers à nous faire des grands pouces quand on les croise. Ah ouais? Voilà, donc ça c'était donc pour répondre à un besoin personnel. Et puis on s'est raccroché au concours de l'ADEME quand ça s'est créé, parce que finalement, ce qui pouvait nous faire besoin, nous faire envie aussi, eh bien peut-être que ça pouvait intéresser d'autres. Et puis c'est comme tout, quand on est à plusieurs à réfléchir à des projets, on peut mutualiser. Et du coup, à force de se rencontrer, on pense à d'autres choses, on avance, on fait évoluer les prototypes. Apparemment, tu disais vous étiez en pleine rénovation, donc tu peux mettre pas mal de matériaux? Alors nous, on rénove une petite maison de garde-barrière. Et du coup, derrière, s'il faut emmener les tréteaux, s'il faut emmener des sacs de ciment, on peut. Le jour où on veut faire un peu l'entretien extérieur, on emmène la débroussailleuse, voilà. Enfin, plein de petites choses. Les très gros trucs, on utilise le livreur. Mais sinon, nous, on fait comme ça. C'est génial. Dis-moi, combien ça pèse sans humain? 130 kg. 130 kg. On aimerait bien même essayer de redescendre un tout petit peu, mais on voudrait que ce soit le grand maximum. Grand maximum. Voilà. Et ces 130 kg avec un humain non chargé, vous arrivez à le monter à combien on peut rajouter plus de 200 kg. 250 kg, ça passe. Ah ouais, donc pour des travaux, c'est quand même vachement intéressant. Ouais. On peut, le ster de bois, en 2 fois, on l'amène pour chauffer au bois. Voilà. Faire les courses, qu'est-ce qu'on a pu faire avec chercher notre fils à l'arrêt de bus à 800 mètres avec la valise et tout. Ouais, on met la valise, on met le gamin et hop, c'est parti. Ça se fait bien, ça se fait bien. Il y a on pense qu'il y a multi-usages possibles, ça dépend ce qu'on veut faire avec. Voilà. Et à combien de km/h vous montez quand Alors on aimerait bien l'homologuer pour qu'il monte à 45 km/h.
Ça, il y va très bien. Donc on l'essaye Sur régulièrement. circuit, évidemment. Oui, écoutez, on a rencontré la sous-préfecture de notre circonscription et elle nous a rien dit jusque-là. Vous créez Elle la était- mobilité de demain. Voilà, on lui a fait connaître ce que c'était les VELI, les véhicules légers intermédiaires. Elle ne connaissait pas du tout le concept, ce qui émergeait. Et donc pour elle, je pense que c'était une bonne rencontre et que derrière ça, elle va suivre. Voilà. Elle va suivre. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus? Donc il y a une batterie, une assistance électrique, je présume. Voilà, il y a 2 moteurs en fait. 2 moteurs. Voilà, chacun 1200 watts. Ah oui, donc ça tracte. Ouais, ça emmène. Hein. Voilà. Quand tu dis on est en train de travailler pour l'alléger, vous avez déjà des pistes de choses qui sont un peu, je ne vais pas dire superflues, mais qui pourraient être allégées? C'est pas évident. Bon, les ridelles vont descendre de quelques centimètres parce que déjà que ce soit plus pratique pour les gens qui ont un petit buste. Nous on est assez grand, mais des gens avec un plus petit buste, ils frottent là et c'est pas. Ouais, c'est pas facile. Enfin, voilà. Donc au début on nous dit faut faire un V, mais du coup ça perd la rigidité. Donc vaut mieux prendre une ridelle moins haute pour que ça garde la rigidité. Alors avec l'ADEME, ça fait maintenant 2 ans. Donc là c'est le 2e salon. Et ça doit se faire sur 3 saisons minimum. Voilà, parce qu'il y a l'idéation, le prototypage et après, pour certains, une phase d'industrialisation. On croise les doigts, on vous le souhaite. Je ne sais pas si on veut industrialiser, peut-être qu'il faut faire de la petite série, peut-être qu'il faut vendre les plans en partage après, et puis peut-être se retrouver pour vendre peut-être le capot que nous on peut faire en série parce qu'il a été thermoformé à Gien dans le Cher. Et si on l'achète en pièce unique, il va être cher. Si on le commande en petite série, ça ira. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est quand tu dis on doit répondre à 3 rendez-vous pour l'ADEME, pourquoi vous les avez sollicités, vous, à la base? C'est vraiment pour aller au bout Pour aller plus loin et puis faire ces rencontres, parce qu'à plusieurs, les idées, elles émergent mieux. Et tous, on passe par des étapes du prototype. Certains vont nous dire, moi j'ai déjà essayé ça, ça marche pas. Alors ça marche pas pour lui, donc ça peut marcher pour un autre, mais finalement des fois ça marche vraiment pas. Et du coup ça nous permet d'avancer et puis de s'entraider. Ça s'entraide bien dans ce milieu-là? Oui, alors avec ça en plus ça a été créé l'association AVELI. Donc c'est l'association des constructeurs de véhicules légers intermédiaires. Ça fait vraiment du bien, ça donne du baume au cœur, ça donne envie. Et il n'y a que comme ça qu'on avance. Et plus les gens se rencontrent, et plus les gens essaient, et plus on se dit que ça peut marcher. Ça crée des contacts. Peut-être que quelqu'un un jour t'appellera et dit telle pièce. Oui, je vous ai vu là. Ouais, on peut l'améliorer. Écoute, je te remercie pour la présentation. Et puis, je vous souhaite. Il y a un truc qui serait sympa. Peut-être c'est les plans en open source, mais vous fournissez les pièces et les gens vont eux-mêmes. Certaines pièces, après les autres peuvent acheter. Certaines pièces, ouais. Oui, les ridelles, comme tu disais, on peut. Ouais, mais il faut les trouver les bonnes. Hein. Eh oui, non, mais ça m'étonne pas. Voilà. Combien d'heures pour assembler quelque chose comme ça? Là, c'est ouais. Là, c'est la question qu'on n'a peut-être pas justement mesurée. On n'a pas pensé à la mesurer, je pense. Mais ouais, il faut du temps. Et puis on monte, on redémonte, on réessaie. On a d'abord beaucoup roulé sans le capot, après on a roulé avec le capot. Enfin, c'est plein d'essais. Et le capot, t'as moins d'air sûrement. Ça améliore vraiment la prise au vent, je sais pas comment. Ouais. Oui, et puis c'est surtout que ça nous rend plus visible. Avant, on était gris. Maintenant, on est en juste Ferrari, avec voilà, c'est ça, c'est la Ferrari. Bonjour Jacob. Salut, ça va? Ouais, ça va. La dernière fois que je t'ai vu, c'était au salon du survivalisme. Ouais, il y a 2 ans. 2 ans, ouais. Exactement. Entre-temps, tu t'es lancé dans un projet. Tu as fait un petit, gros tour de l'Europe? Un petit tour d'Europe, 12 000 km cet 12 000 été-là. kilomètres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce voyage, de quoi c'est parti, et après on va un petit peu détailler le vélo, si ça te dit? Ouais, ça marche. Là, j'ai fini un doctorat il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, en changement climatique. Je vivais dans mon van aménagé, en région parisienne, et j'ai envie de faire un tour d'Europe, explorer davantage les pays, etc. Et j'ai pas envie de le faire avec le van, qui est assez gros, assez polluant et consommateur. Donc là, j'avais envie de faire avec un véhicule qui soit plus doux, plus petit et plus sympa aussi sur la route. Donc j'ai construit ce vélo. C'est un vélo solaire qui utilise l'énergie du soleil. Ça, c'est des panneaux solaires.
de chez What You Need, qui... Ouais, j'ai vu ça, mais ils sont sur les bons coups, C'est ça. C'est un bon... Et du coup, en fait, avec là j'ai 200 watts de panneaux solaires, j'ai une petite remorque que j'ai pas amenée, mais en fait il y a un troisième panneau solaire. Donc là j'ai 300 watts d'énergie qui rentre, et avec ça, ça alimente une batterie que j'ai fabriquée avec des petites piles des 18650 que j'ai tout assemblé et trié. Enfin bref, c'est encore de la récupération. T'as pas eu peur que ça pète de trop les faire chauffer? Non, j'ai fait des tests auparavant et en fait j'ai pas eu de problème par rapport à ça. Je fais attention aussi par rapport à la décharge. Donc, je les charge à une fois la capacité maximum. Et du coup, après, la batterie alimente le moteur. C'est un moteur ici RH212. Ah, intégré? C'est un moteur roue. C'est un moteur roue et en fait, il y a plusieurs intérêts. Il peut aller assez vite. Il peut aussi faire la régénération d'énergie. C'est-à-dire que quand je freine en descente, ça va régénérer l'énergie et ça va me renvoyer 500-600 watts en descente. Donc c'est hyper efficace. Et par exemple, dans l'école, quand je monte dans les montagnes, j'ai fait ça à Briançon, je suis monté tout en haut, à 2000 mètres d'altitude. J'ai bouffé la moitié de la batterie. Et quand je suis redescendu après à Turin, j'ai freiné tout le long et à Turin, j'avais 100% d'énergie. Ah, génial. Donc, et là, c'est parti encore pour 100 km. Et avec un vélo comme ça, légalement, en France en tout cas, parce que dans d'autres pays ça doit être différent, mais en France c'est combien maximum? Alors en France, c'est 25 km à l'heure et 250 watts de moteur pour la législation en VAE. VAE, excuse-moi, parce que j'ai pas les... En vélo assistance électrique. Après, ça devient un véhicule électrique, c'est encore une différente homologation et c'est encore différent. Donc là, pour le coup, je suis pas censé le dire, mais il est débridé. Ouais. Donc en fait... pour l'événement, il est débridé, je présume. C'est ça, ouais. Mais en fait, pour le poids que ça représente, parce qu'il est assez lourd, je suis obligé de mettre un plus de puissance. Et les vélos mobiles comme ça, ils ont une aéro assez bonne. Et ça me permet de rouler à 30-40 km à l'heure facilement et quasiment sans assistance. Une fois qu'ils sont lancés, tu as un très bon coefficient de pénétration dans l'air. Et ça permet du coup d'aller super vite sans dépenser beaucoup plus d'énergie. Là, je suis 4 fois plus aéro qu'un vélo classique. Et ça me permet d'avoir moins de frottement d'air. Et ça me permet de quasiment pas consommer. C'est dingue. Et alors, est-ce que, ça c'est une question que je pose à tout le monde, moi je le vois déjà en vélo, mais est-ce que tu t'es fait des frayeurs? J'ai vu une fois déjà que tu avais fait une sortie de route, est-ce que il y a eu de la casse? Tu peux nous en... Ouais, en termes de stabilité, après, c'est pas aussi stable que les vélos de roues parce qu'en fait, dans les virages, je peux pas me pencher. Ça m'est arrivé du coup d'être un peu sur... de prendre des virages un peu trop vite et d'être seulement sur deux roues, donc un peu en déséquilibre. Mais je suis jamais tombé en cours de route. Quand je suis tombé, c'est parce que c'était quasiment à l'arrêt, il y avait des trous dans la route et je me suis renversé comme ça. Mais sinon, les plus stables après, c'est les 4 roues, c'est les types quattro vélo. Mais je présume que ça consomme plus dès que tu rajoutes des éléments, non? Ou peut-être? Ouais, là je suis à 9 Wh au kilomètre. 9 watts heure? Ouais. Ça me paraît ridicule. Non, c'est rien. C'est quasiment la consommation d'un vélo électrique classique, sauf que là je roule à 30-35 km/h de moyenne. Je suis beaucoup plus chargé, là je suis à 150 kg total avec moi compris dedans. Parce que tes panneaux, ils produisent combien? 300 watts au total, enfin 100 watts chacun. Donc j'ai 300 watts avec les panneaux. Et avec la batterie, je mets environ 200-300 watts en puissance pour rouler sur du plat, en bonnes conditions. En fait, c'est pas très physique alors. Enfin, désolé, tu vas me dire ça, va faire 12 000 bornes, tu vas me dire, mais t'es vachement assisté en fait dans tes... Ouais, mais en fait, avec les jambes, je mets environ 100-200 watts avec mes jambes en musculaire. Enfin, c'est un cycliste entraîné qui peut mettre une centaine de watts. Et en moteur, je mets 200-300 watts environ, donc c'est environ un tiers de musculaire et 2 tiers la moitié ou 2 tiers d'assistance électrique. Donc c'est plutôt moi qui assiste les moteurs. Mais légalement, ça reste toujours un vélo parce que j'ai toujours des pédales, je dois toujours pédaler et j'ai toujours une petite assistance, donc ça reste toujours un vélo légalement. Un vélo légalement? Légalement, ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un vélo, justement légalement, qu'est-ce qui fait qu'un vélo est reconnu comme vélo et à partir d'où on dit voilà, attention? C'est 3 roues maximum et c'est après, comme je te disais tout à l'heure, c'est 25. Non, ça c'est pour l'assistance électrique. Un vélo, après, c'est pédaler et 3 roues maximum. T'as mis combien de temps entre l'idée et le premier coup de pédale? Du coup, j'ai fait ma soutenance de thèse fin janvier. J'ai mis 2-3 mois à construire le vélo.
Et je suis parti là, du coup en début de printemps, enfin fin de printemps, pour faire mon tour d'Europe. Je suis parti de Brest jusqu'à Istanbul et j'ai fait ça en 32 étapes. Mais pour le fabriquer, je pensais surtout combien de temps ça Fabriqué, t'a ouais, pris? 2-3 mois. 2-3 mois. 2-3 mois de fabrication, parce que le temps de réflexion, le temps d'avoir aussi les matériaux, de faire des tests, parce que c'est mon premier prototype. Mais il a fallu pas mal réfléchir sur comment avoir une forme qui soit assez aérodynamique, comment avoir les bons matériaux, comment fabriquer la batterie aussi, ça prend du temps. Donc tout ça, ça prend un peu de temps, mais comparé à d'autres prototypes là, qui mettent plusieurs années à se faire construire, ça va encore. Mais il y en a, c'est pour peut-être bientôt une commercialisation. Toi, Oui, c'est voilà. vraiment... Là, c'est vraiment un amateur, c'est vraiment un prototype, donc il y a plein d'améliorations qu'on pourrait faire. Ouais. Mais bon, voilà, il a déjà pas mal roulé, c'est quand même pas mal, c'est déjà pas mal intéressant. Et par rapport à un vélo ordinaire classique, il y a pas mal d'avantages parce que, comme on disait tout à l'heure, c'était protégé du soleil, protégé de la pluie, protégé du vent. 12 000 bornes avec une selle, ça doit être très peu agréable aussi, je pense. Bah là, c'est roulé, c'est vraiment une chaise longue, t'es comme ça et tu roules ouais, comme si tu étais allongé dans une chaise longue, donc c'est agréable. Et c'est confortable, c'est efficace et on peut faire rouler des bonnes distances avec, donc c'est super intéressant, je trouve. Avant de te voir rentrer dedans, parce que c'est assez drôle, tu peux nous parler de la coque, justement, comment tu l'as réalisée pour que ce soit léger, je présume? Ouais, en fait, je fais partie d'une base, c'est un tricycle, on appelle ça un trike. Donc un vélo 3 roues à une direction classique. Et après j'ai rajouté ce carénage, donc c'est des tubes d'aluminium qui font 10 mm de diamètre, 1 mm d'épaisseur, que j'ai cintré à la main pour avoir une forme, un peu une forme de goutte d'eau. Et c'est la forme la plus aérodynamique. Donc c'est un peu obtus à l'avant, parce que j'en ai besoin pour pédaler. Il est très effilé à l'arrière, une queue qui soit très longue pour minimiser les traînées d'air. Et grâce à ça, comme je t'ai dit là, j'ai un CX, c'est la coefficient de pénétration dans l'air, qui est de 0,24. Donc c'est un truc assez bon. Enfin, sur les vélos classiques, on est à un CX de 1, et sur les meilleurs vélos mobiles, on est sur un CX de 0,12. Fais gaffe, Musk il va te reprendre, Elon Musk il va te reprendre la forme. J'adorais voir du coup des vélos, enfin des voitures un peu type Tesla, mais super bien aéro et très légère. Et... T'as Aptera Motors et t'as Twike, où tu dois pédaler. Je m'intéresse beaucoup à ça. J'adore aussi, sauf qu'ils sont beaucoup trop chers, ils sont 50 000 €. Tu me vois faire le geste direct au même moment. 50 000 je crois pour le Twike et 80 000 pour l'Aptera. Mais ouais, c'est dingue. Là, je ne vais pas parler du prix aussi, mais là j'en ai pour 3 500 €. Il y a environ, en gros, il y a 600 € de panneaux solaires. Tu as 1500 € pour le trike de base. J'en ai 100 € pour le carénage en entier, en fibre de nylon. J'ai 20 € pour la batterie, parce que c'est moi qui l'ai fabriqué. Et au total, si on met tout bout à bout, j'en ai pour 3500, parce qu'il y a aussi le moteur et tout ce qui est régulation, ordinateur de bord, comme ça. Mais pour 3500 €, ce qui correspond à un vélo, un bon vélo électrique, bah là du coup j'ai quasiment la même chose, en étant protégé, en étant autonome. Protégé, tu te sentais des intempéries, pas protégé d'un choc. Si j'ai un gros choc sur le côté, bah là tu vois ça bouge un peu, ça va me protéger grossièrement mais pas totalement. Si je me prends un choc à 35 km à l'heure ou une voiture qui me rentre dedans, bon ça va pas faire grand chose, mais c'est plus pour les éléments de manière générale. Et ça, par exemple j'ai rencontré des ours en Roumanie, je pense que l'ours... T'as mis des chaussures, en fait tu rentres directement dans tes shoes Non, les chaussures je les mets à l'extérieur, là je les ai pour... Ah c'est pour, ok, pour comprendre. Non, ça c'est pour les matériaux de réparation. En vert là c'est la batterie, ouais, okay. Et là c'est juste pour les réparations matérielles. Et en fait pour transporter mes affaires, j'avais une remorque monoroue à l'arrière, que je mettais juste... Et tu l'as accroché où, excuse-moi, sans indiscrétion? Là, j'ai deux attaches ici. Ah, génial! C'est une remorque Topic, c'est assez connu. Topic. C'est ultra légère. En fait, je voulais partir d'une base d'une remorque beaucoup plus grande qui faisait 2,20 m de long pour pouvoir dormir dedans, parce que je suis assez grand. Ah, pour dormir, ouais, pas bête, ouais. Et du coup, qui pouvait s'ouvrir comme ça, comme un coffre de voiture. Et comme ça faisait un peu une tente, ça restait assez aérodynamique. Et je pouvais dormir dedans pour la nuit en fait. Sauf qu'elle était un peu trop lourde, elle faisait 35-40 kg à vide et c'était un peu trop lourd je suis vraiment dans l'optique d'être le plus léger possible pour économiser le plus d'énergie. Rappelle-moi le poids, quand tu es dessus, le poids... Le vélo il fait 50 kg, la remorque chargée elle fait 20 kg avec mes affaires. Et moi j'en fais 80 et quelques, donc ça fait autour de 150-160 kg quoi. Ok, ouais, donc ça pouvait... c'est pas mal quoi.
Et rappelle-moi la puissance du moteur. Le moteur, il peut aller jusqu'à 1000-1500 watts. C'est énorme. Ah ouais, donc ça va, ça arrivait quand même à te propulser. Après, je mets jamais autant parce que ma batterie, elle n'est pas adaptée pour faire si grande puissance. Donc je mettais maximum, je mettais 900 watts dans les côtes. Parce que quand tu es à 20% dans les côtes avec le poids que ça fait, et pour démarrer dans les côtes par exemple, avoir une bonne puissance, et là je mettais au maximum, donc je mettais 900 watts. Les camions ils doublent avec ça? Ça va faire bizarre quand même quand un camion il te passe. Ouais, ça va. En fait, j'ai un très bon capital sympathique par rapport aux usagers de la route. Enfin, tous les gens, toutes les voitures, toutes les autres personnes qui roulent à côté, ils sont surpris. Tu vois pas beaucoup de véhicules comme ça. Du coup, les gens, en fait, ils ne me dépassent pas si facilement ou ils vont rester un peu derrière pour voir, par curiosité, et ils vont voir un peu comment ça roule, est-ce que je pédale, à quelle vitesse je vais. Et du coup, les gens, ils sont super sympas, il y a toujours des pouces en l'air, des saluts, ouais. Excellent. Partout. Et dis-moi, toi qui as visité donc plusieurs pays, est-ce qu'il y a un pays qui a accueilli ce genre de concept mieux que les autres ou... Ouais, ben après les pays que j'ai plus adoré, c'était la Grèce et la Turquie. C'est aussi après les pays les plus dépaysants pour moi, donc il y a quelque chose qui est un peu spécial. Et c'est le fait d'arriver jusqu'à là-bas juste avec ses deux jambes et un peu de solaire quand même. Surtout là-bas, ça devait bien t'aider, tu devais produire à fond. Donc, là j'ai fait mes plus grandes distances dans le sud, c'était exceptionnel. Mais non, les gens étaient vraiment super accueillants. Et j'ai adoré ces pays là-bas, c'était exceptionnel. Ouais, c'est quelque chose, bon souvenir. Combien de temps t'as mis, rappelle-moi, pour le tour? J'ai mis 32 étapes pour l'aller et le retour j'ai pris plus de mon temps, j'ai mis 3 mois pour le retour. Du coup là en fait les panneaux solaires aussi peuvent être inclinables, donc ça va me mettre quand je roule ils sont toujours à plat et le matin ou le soir je m'arrête et j'incline les panneaux comme ça et ça me fait une meilleure incidence. Comme ça, quand le soleil est bas sur l'horizon, ben là j'ai une incidence, ils sont à 90 degrés par rapport au rayon de soleil. Et j'ai une meilleure incidence, du coup j'ai beaucoup plus d'énergie et c'est mieux pour le matin ou le soir. Après 12 000 bornes, je pense que là tu maîtrises grave comment capter un max d'énergie. Ouais. Et donc pour rentrer, c'est encore, c'est pas le plus facile. Déjà un vélo mobile c'est pas évident, et avec le panneau solaire c'est encore moins évident, donc c'est un peu de contorsion à se faire. Un peu de yoga le matin, mais c'est encore après des améliorations possibles à faire. Mais... Hop, alors, on rentre comme ça. Et après là, je peux m'asseoir. Et là, tu m'as dit que tu as fait jusqu'à 10 heures en pédalant, 300 bornes. Le maximum que j'ai fait, c'était 10 heures de vélo à 32 moyenne. C'est là où j'ai fait les 300 km entre la Roumanie et la Hongrie. C'était plat, il y a du soleil, que des champs de monoculture, donc j'ai juste tracé. Et ça a été sur 10 heures plus de 10 heures. Ouais, ça va, bah regarde, voilà, je suis comme ça. Ouais, c'est top. Là, je suis allongé, je suis pépère. Ouais, c'est trop bien quoi. C'est top. Et les dodanes et tout, ça va, ça passe bien ou c'est un peu ça va, j'essaie un peu de ralentir un peu quand même pour quand il y a du dénivelé ou enfin sur le chemin quand il y a des trous, des choses comme ça. Ouais, par exemple l'Albanie, les pays de l'Est, ça a été un peu difficile. Et pour dire en fait j'ai pris l'autoroute. Ah ouais, l'autoroute? Ouais, en fait c'est autorisé là-bas. Ah ouais. Et en fait sur la bande d'arrêt d'urgence, ça a une voie super large. La police m'a dépassé, ils m'ont rien dit. Hein. Mais en fait, c'était plus sécuritaire d'aller sur l'autoroute qui était vraiment très lisse et qui était une route parfaite par rapport à des routes qui étaient complètement défoncées dans les zones rurales. Quoi. Même avec des gens qui passent 100 km/h plus vite que toi? Ouais, non, je me sentais en plus en sécurité là-bas. Ouais. Parce qu'on dit tellement, mettez-vous derrière la bande d'arrêt d'urgence, tu sais, quand tu t'arrêtes sur l'autoroute en France. Non, ça a l'air, en Grèce aussi c'est autorisé, donc c'est... Ouais, non, c'est le seul pays où c'était un peu délicat sur la route. Non, ce que j'aime bien, c'est expérimenter des choses comme ça. C'est des véhicules qui sont pas encore très développés et je pense que ça mérite d'en faire parler pour montrer que ce sont des véhicules qui ont un intérêt sur l'avenir. C'est des véhicules qui sont très peu consommateurs, qui sont aussi efficaces, qui ont un intérêt par rapport au vélo classique. Donc c'est un peu pour moi l'évolution, la suite du vélo à assistance électrique. C'est du coup le vélo caréné complètement protégé. Et j'aime bien du coup essayer de voir, d'expérimenter ce genre de véhicule. Là c'est moi qui l'ai construit, il y a encore plein d'améliorations à faire. Mais je pense qu'il y a vraiment d'intérêt, comme le voit le salon ici, il y a un engouement certain de manière générale pour les véhicules intermédiaires à l'avenir. Jacob, merci à toi. Ouais, avec plaisir. Bonjour Thibaut. Bonjour. Tu nous présentes un des véhicules les plus lourds peut-être de la catégorie. Ouais, avec plaisir. Mais c'est une voiture, là, c'est plus un... Alors ça reste un véhicule intermédiaire, un moyen de mobilité, léger.
Donc c'est la WeCity Pro d'Eon Motors. Véhicule donc électrique léger. Quand tu dis léger, combien ça fait en kilos à vide? Alors elle a 551 kg sans le pack batterie. Et donc du coup en rajoutant le pack batterie qui fait 106 kg, on monte à 667. Quand tu dis pack batterie, c'est pour avoir plus de batterie ou? C'est la batterie de traction en fait, on l'appelle pack batterie. Elle fait combien en stockage la batterie? Elle fait 11,5 kWh. Et ça donne une autonomie de combien alors ce genre de véhicule? Alors on a 100 km d'autonomie certifiée lors de l'essai réglementaire. Et en fait on se rend compte que en milieu plutôt urbain, donc autour de 50 km/h, on peut faire monter l'autonomie autour de 130, 150 km, ça dépend vraiment de l'usage et du style de conduite. Et je présume que à partir de 100, 130 km, surtout en ville, on comble un gros pourcentage des déplacements des Français. Des déplacements de proximité, oui, c'est sûr. En moyenne, les Français, ils font autour de 30 km au quotidien. Ok, je savais pas. Donc finalement, notre moyen de mobilité répond clairement aux usages et aux déplacements de proximité. Je te laisse nous le présenter, excuse-moi, je te posais les petites questions au début. Allez. C'est fabriqué en France? Ouais, c'est fabriqué en France, dans les Alpes d'Haute-Provence, à Malijai. C'est à côté de Digne-les-Bains. Ok, on les salue. On les salue, les Dinois. Vous êtes combien dans l'entreprise pour l'instant? On est 25. 25 quand même. Yes. On est 25 dans l'entreprise. On a un pôle technique constitué de 9 membres qui travaillent justement à l'évolution du produit. On retrouve toutes les fonctionnalités de l'automotive, donc les LED vitres électriques, la ventilation, le chauffage, le désembuage. Ensuite, donc, au niveau intérieur, notre particularité, c'est d'avoir un espace à bord qui est optimisé grâce à la technologie des 4 moteurs roues. 4 moteurs roues, alors il faut que tu me développes ça. Ouais, alors en fait, on a un moteur dans chaque roue. D'accord. Donc là, si je monte à l'intérieur, on se rend compte qu'on a énormément d'espace à bord grâce à cette technologie. Ah oui, parce que... Ah d'accord, excuse-moi, je viens à peine de tilter. Donc en fait, on a un moteur ici, un moteur ici, et pareil à l'arrière. Et donc ça permet d'avoir C'est ce que j'allais dire, sur un si petit véhicule, quelqu'un de grand peut rentrer sans problème. Au mondial de l'auto en octobre de l'année dernière, une personne de 1m98 qui est montée et qui était à l'aise. Ah ça c'est excellent. Mais tu vois, je l'avais pas... D'accord, donc je comprends, les 4 moteurs, c'est 4 petits moteurs en fait. C'est 4 moteurs roues de 3 kW pour une puissance totale de 12 kW. Excellent, je ne l'avais pas vu ça comme ça. Et alors, je parlais avec ton collègue tout à l'heure qui me disait, par contre j'étais étonné, c'est que ça se charge en 5 heures à peu près? Alors on fait de 20% à 80% en près de 5 heures. Ouais. Et pourquoi alors sinon, alors que maintenant on voit des gens, tu sais, qui ont limite des 60 kg de batterie et qui arrivent à charger en 2 heures, c'est un choix? Alors c'est un choix, c'est lié aussi à la technologie. On se rend compte que la plupart des usages de notre véhicule, ça va être les déplacements du quotidien. Donc finalement, l'usager, il va l'utiliser, ensuite il va le mettre en charge pendant une longue période, le soir, la nuit, ou alors au travail, si le site est équipé d'une borne. Et finalement, on n'a pas vraiment besoin d'une charge qui est rapide. Sur ce modèle-là, on n'a pas la charge rapide, mais c'est des technologies sur lesquelles on travaille pour proposer toujours une meilleure proposition de valeur. Tu fais quoi toi alors dans l'entreprise? Ouais, dans l'entreprise. Alors moi je suis responsable coordination technique et homologation. Ok, ah là ça doit être dur en France, non? L'homologation. Au niveau de l'homologation, ouais, c'est un sacré challenge. Notre véhicule il a été homologué pour la première fois en juillet 2020. Et ensuite on a fait une succession d'évolutions jusqu'à la version finale donc commercialisée, qui est celle-ci. Donc, dont la commercialisation et les premiers véhicules ont été livrés en mai cette année. En mai. Combien vous en sortez par an alors cette année pour le moment on en est à 9 véhicules livrés et l'objectif pour l'année prochaine ça va être 300 véhicules dans l'année, donc un véhicule jour.
Et après, l'objectif à horizon 5 ans, c'est de pouvoir vendre 3000 véhicules. 3000 véhicules par an. Par an, à horizon 5 ans. À horizon 5 ans. Eh bien, dis donc, et combien de personnes à embaucher encore dans le futur? Après, l'équipe va se structurer pour pouvoir atteindre cet objectif, donc de nombreuses embauches vont suivre. C'est rare d'entendre ça en France. D'habitude, on en voit ailleurs. Maintenant, ça y est, on a enfin des sociétés qui se relocalisent pour construire en France. C'est aussi l'objet du salon des véhicules intermédiaires. Pourquoi on est ici? C'est pour pouvoir construire une filière des véhicules intermédiaires adaptée aux déplacements de proximité et qui soit industrialisée pour réindustrialiser en France. Eh ouais, en France, c'est excellent. Est-ce que, alors, je sais, je t'en ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas si toi tu connaissais, mais j'en parlais à ton collègue, je lui disais, elle me fait penser, et ceux qui en ont vont comprendre et ceux qui connaissent, à la Mia électrique. Ouais. Je possède une Mia électrique. D'accord. Et ce qui est très drôle dans la Mia électrique, c'est que ça reprenait un petit peu des choses, pour la simplicité. Pour trouver des pièces, ils ont repris des pièces, tu sais, de modèles. Là, vous avez tout conçu, vous reprenez des pièces de... Alors, il y a certaines pièces qui sont récupérées sur étagère, forcément, pour optimiser les coûts. Parce que si on devait concevoir le véhicule de A à Z, ah oui, ça doit être. J'ai pas notion. Ça prendrait trop de temps et finalement, ce ne serait pas optimisé. Okay. Donc, les sous-ensembles ou les sous-systèmes qui répondent à notre besoin, à notre cahier des charges, on les a identifiés et sélectionnés directement sur étagère. Ok. Et les sous-ensembles qui sont plus spécifiques, pour lesquels on n'a pas trouvé de solution sur étagère, ou alors c'est un vrai choix de le développer en interne. Typiquement, je pense au pack batterie et à toute l'électronique du pilotage du véhicule, qui a été développée par Eon Motors et dont Eon Motors est propriétaire de la technologie. Ce véhicule-là, donc, il a plus vocation à être vendu aux professionnels. Pour quelles raisons aux professionnels? Parce qu'on a justement une zone de chargement de 600 litres. Parce que ça suffit pour une personne célibataire ou un couple? Aussi, oui. Ouais, c'est pour ça. Donc on a 600 litres de chargement, on a 150 kg également de charge qu'on peut transporter. Et dans cette version-là, on est plutôt sur des clients B2B. Et après, on est en train de travailler sur un modèle qu'on va déployer en 2024 en B2C, donc plus pour les particuliers. Pour les particuliers. Et là, on va avoir une finition intérieure qui sera de meilleure qualité, avec des jeux de couleurs. Ah oui, il y aura des options, quoi. Ouais. Enfin, ça sera des configurations. Et il y aura des places en plus derrière ou ça restera? Alors la 4 places, c'est le futur pour le coup. Donc là, il y a des enjeux au niveau homologation. En fait, on change de catégorie. On doit alléger le véhicule. Donc, ça doit être un sacré défi. C'est un sacré défi, on y travaille. L'équipe technique est mobilisée pour travailler sur l'allègement du véhicule. Il faut enlever le volant en commande vocale maintenant. Ça va. on le garde en idée, on le garde. Fais gaffe, il y aura un copyright. Oh là là. Faut déposer un brevet alors. Comment tu fais? Enfin, je veux dire, je pense que déjà naturellement vous avez tout fait pour alléger, pour rentrer en dessous de 600. Ouais. Et c'est pour ça que le défi est encore plus important. C'est qu'on doit encore gagner une centaine de kilos et rajouter 2 sièges. On va devoir faire un régime. Ouais. Bah écoute Thibaut, merci beaucoup. C'est vrai que c'est le plus gros véhicule, il me semble, je pense, c'est la finalité, en fait, dans l'esprit des véhicules intermédiaires qui va du cycle, enfin du vélo jusqu'à aller vers l'automobile. Le dernier maillon, finalement, de cette chaîne de proposition de solutions techniques, on a la WeCity Pro en sa version 2 places. La version 4 places est en projet et sera développée dans les années qui viennent. J'espère qu'on verra plus souvent ça parce que des fois je vois des tanks, des véhicules électriques de 2-3 tonnes avec une seule personne dedans. J'espère que ça va, je vous souhaite que ça se développe beaucoup. Merci. Merci Thibaut. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Gaylor. Bonjour Brian. Est-ce que tu peux nous présenter ton projet s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bien écoute, c'est la Rosalotte et c'est une roulotte tirée par un vélo couché 3 roues sans assistance électrique.
L'objectif, c'était vraiment d'emmener le maximum de confort dans le minimum d'espace et que ce soit moi qui le tire, à l'image en fait des camping-cars. Voilà. T'as pas de moteur dessus alors? Vraiment pas, non. Le moteur, c'est le cœur et les batteries, c'est les jambes. Bon, c'est un peu... On envoie ça comme ça envoie, c'est beau. Ouais. Voilà, et ce qui fait le projet en fait, c'est grâce à un ami, Marco, qui m'a donné toute son expérience. Et bien en fait, on a un pignon de 11 dents qu'on est venu mettre devant en plateau, soudé inséré dans un plateau de 22 dents. Okay. Derrière, il y a un 42 dents sur une roue de 20 pouces et c'est ce qui permet justement la grosse démultiplication et de pouvoir en fait, grâce à l'équilibre qui n'est pas géré grâce à ce vélo 3 roues, de pouvoir rouler à 1 km/h dans les côtes et à 5 km/h de moyenne. Donc à peu près comme une calèche. À peu près comme une calèche, exactement. Ou comme un randonneur avec un gros sac à dos, quoi. Ça n'a pas un nom, c'est slow travel, c'est ça le... Ouais, slow travel. Je sais pas si tu as déjà entendu ce terme. Oui, un peu, oui, c'est ça. C'est un peu en français. C'est anglo-saxon, tout ça. Un voyage en prenant son temps, on va dire. C'est ça, comme j'appelle ça, moi, c'est un voyage, reprendre le temps de vivre au rythme du cœur. Voilà, parce que c'est lui qui fait fonctionner tout ça. Donc on a beau dire dans la tête, je serai là-bas à telle heure et tout, mais si lui, il va trop vite et tout, voilà, on prend le temps d'écouter son cœur. Tu diriges pas et ce qui est bien, c'est que si tu es fatigué, tu te mets sur le bas-côté et tu fais une petite sieste. J'ai absolument tout. C'était vraiment l'idée en fait, si tu veux. Je te montre l'intérieur. J'espère qu'il y aura un peu de lumière. Juste une petite question, là, attends, je passe derrière que je me prenne pas un coup. Une petite question, quand tu me parlais donc tu allais à 1 km/h dans les montées, oui. Comment tu fais avec 500 kg, un petit peu plus, un peu moins surtout? Comment tu fais pour pas que ça retombe? Tu as des freins moteurs, tu as quelque chose? Eh bien en fait la roulotte fait 300 kg sortie d'atelier. Aujourd'hui depuis plus d'1 an sur la route, elle fait un peu plus de 320 kg. Ouais. Et en fait il y a un système anti-recul qui permet en fait de bloquer la roue libre et qui m'évite d'aller en marche arrière. Donc en fait c'est une chaîne qui bloque la roue libre. Il faut l'imaginer que la chaîne revienne par devant et qu'on a un pédalier devant et en fait c'est comme si j'étais toujours en prise, comme si je voulais aller vers l'avant. Ouais. Et voilà, et après je peux le débrayer devant avec un système de j'allais dire, tu peux quand même reculer si un jour il y a un besoin. Ouais. Oui, ça s'enlève et tout et je peux reculer, voilà. Et le poids total roulant, trike, moi et la roulotte, on est à peu près à 500 kg. 500 kg. Petite question, les gendarmes ou les policiers, s'ils t'arrêtent, c'est quoi la législation autour de ce genre de véhicule? Eh bien, j'ai lu les règles du jeu juste avant. Ouais. Avant de m'engager là-dedans. Oui, j'ai vérifié après, juste avant, mais bien sûr. Mais non, en fait, aujourd'hui à disposition, ce que l'on a, c'est qu'une remorque derrière un vélo, si ça fait plus d'1 m 30 de large, on doit avoir 2 feux rouges. Voilà, à partir de là, poids, hauteur, largeur, tout, on n'a strictement rien à disposition. Okay. Au niveau européen, apparemment, il n'y a rien non plus. Ah ouais, vas-y, il y a de l'ambiance. Ça, c'est bon, ça. Accélérateur de bonne humeur. Voilà, donc c'est ce qui m'a permis, en fait, déjà, il n'y a pas de moteur non plus. Donc, c'est souvent par curiosité qu'ils m'arrêtent, qu'on discute, qu'on échange. Génial. Et en fait, je touche directement l'humain, quoi. Eh ben, donc, c'est ça qui est beau, quoi. Ouais, et puis je pense que ce que ça représente là-dedans, c'est quelque chose de positif. C'est le voyage... qui profite, pas de stress. C'est ça, non, surtout pas de stress. Non. Pas de stress surtout. Non, pas de peur non plus, la peur c'est la plus grande maladie sur cette planète. En parlant de peur, là je vais faire l'ex-citadin, un peu stressé. Ouais. Quand tu es en train de te faire doubler par un poids lourd avec un truc comme ça bouge un peu ou... Ça me rappelle le souvenir parce que j'ai fait conducteur poids lourd juste avant, donc ça va quoi. Mais sinon, non, dans l'ensemble ça va, 95% du temps les gens ils accueillent avec le sourire. Et du coup, non, ça danse un peu, mais non, ça le fait, quoi, tranquillement. Puis je prends ma place sur la route. Je préfère prendre ma place et comme ça, les gens ralentissent vraiment et ils s'écartent. Et puis avec les feux détresse qui clignotent, plus le gyrophare et tout, je suis assez visible. Donc, ouais. Et oui. Je vais juste filmer au-dessus. Donc, tu as un panneau là devant, donc justement pour ces feux. Le panneau solaire, excuse-moi, dessus. Oui. Pour les feux. Et tu as des panneaux solaires aussi, ou un panneau solaire au-dessus pour ta vie parce que tu vis dedans. C'est ça en fait, ça fait 1 an que je vis dedans, donc le panneau solaire du trike pour l'éclairage de sécurité et la roulotte panneau solaire pareil, donc c'est juste 50 watts avec 8 ampères. L'idée c'était vraiment de réduire mes besoins, donc réduire mes charges et donc en réduisant mes besoins financiers, réduire mes charges et tout, je récupère du temps puisque tout est du temps en fait, la monnaie c'est du temps humain transformé. Et donc voilà, et ça me permet de pouvoir avoir l'éclairage, recharger le téléphone portable et j'essaie de vivre plus ou moins au rythme du soleil. Et voilà, depuis 1 an, j'ai fait 2500 km. Je suis parti du Maine-et-Loire, j'ai longé toute la côte
atlantique et puis la côte méditerranéenne. Et là, du coup, je m'apprête l'année prochaine à transformer un peu plus le projet avec un itinéraire bien précis, en passant par Joyeuse, aux Joyeuses Escales, c'est un festival, et intervenir dans les écoles, les collèges, les centres culturels, les EHPAD, les festivals, et faire une conférence gesticulée tout autour de l'autonomie, la responsabilité de ses besoins en déplacement, quoi. Et moi, je te montre l'intérieur. Allez, ouais, excuse-moi, je croyais que tu avais fini, excuse-moi. Dis-moi, putain, attends. Tu peux sonner si tu veux. Attention. Ah, c'est... Ah oui, c'est une habitation. Hein. Une habitation. Ah, c'est excellent. Voilà. Là, je fais semblant de chez moi. découvrir. On est déjà monté une fois dedans, mais oui, et on s'en lasse pas. Ah non, tu voulais passer du temps avec moi, Brian, c'est pour ça. Dis-moi, niveau isolation, t'as fait quelque chose ou tu te l'écailles un peu quand même à cette période? Là, faut se dire que l'isolation, ça va être 2 degrés d'écart par rapport à l'extérieur. Mais en fait, on a misé surtout sur le chauffage. Il y a 1800 watts de chauffage. C'est un chauffage au gaz, voilà, un traumatique qu'on retrouve dans les camping-cars. Donc il y a 7 kg de chauffage plus le gaz. Et voilà, en 5 minutes, il fait 25 degrés dedans, quoi. Et la journée, en fait, je me expose au soleil. Le soleil rentre ici, de 10h à 17h, je suis exposé sud et j'ai pas besoin de chauffer, quoi. Donc voilà, c'est vraiment. Exactement. J'aimerais que tu nous présentes un peu, alors, système de douche. C'est ça on peut le trouver dans un magasin de sport. C'est ça, bien connu. Bien connu. Voilà, avec 3 litres d'eau, c'est bonheur. Et quand c'est 10 litres, c'est encore le top, quoi. Mais t'as les toilettes, ouais, on le voit. Alors ça va un peu, je suis désolé niveau. Ah, génial, attends, faut que je celle-ci, il faudrait la laisser. Mais... Donc ça, c'était toilettes sèches. Et je te demandais si c'était des toilettes sèches trop bolo. T'as dit non, j'ai fait maison. C'est exactement ça. J'ai pris en fait un seau de vidange avec le beau-père. On a fixé ça. Ça fait toilettes sèches à séparateur d'urine. Ce qui me permet d'évacuer en fait l'urine en pédoépuration directement. Les matières après, soit directement s'il y a un trou dans la nature, ou de temps en temps aussi, comme les couches des bébés, du coup je le mets à la poubelle, quoi. Voilà, et sinon après j'enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le rideau de douche il se met dedans, j'ai 40-60 en bas, j'ai 80 cm de diamètre, et je me douche à l'intérieur. T'as combien de hauteur sur plafond? Je fais 1m92, alors j'ai dû la faire grande. Donc du coup, elle fait 2 mètres 7, je sais plus, à peu près de mémoire. Ah, ouais. Pour moi, c'est parfait. Je suis monté tout à l'heure, c'est parfait. Mais c'est vrai que t'as pas intérêt à sauter trop. C'est ça. Dans la Rosalade, il y a une piste de danse aussi. Mais ça, c'est fin de soirée, ça. C'est énorme. Est-ce que tu peux... Alors attends, je vais... Vas-y, bien. Nous parler un petit peu. Donc, après, une fois que ton panneau au-dessus, donc il est transformé sur un Victron. C'est ça. Et après, t'es en 12 volts sur... 13 volts, pardon, ouais, sur le... T'es en 13 volts pour l'éclairage et tout, et puis celui-ci en fait c'est celui du panneau du trike, ce qui me permet en fait de pouvoir recharger le gyrophare ici, recharger le téléphone et de jongler sur les 2 petites batteries de 8 ampères en fonction de la consommation, quoi. Et franchement ça me suffit amplement, quoi. Même l'hiver avec le téléphone portable, bon, j'ai une petite powerbank à côté en plus vraiment quand les moments difficiles, mais sinon ça va. Pas d'ordi, tu bosses pas en ligne ou des choses comme ça? Non, là pour le moment j'ai pas eu l'utilisation de ça pour le moment, mais on verra peut-être plus tard, quoi. Puis tu vois là il y a un petit évier, c'est un bac de peinture que j'ai mis. Génial. Ouais, ça y est, on le voit, impeccable, avec l'eau qui coule avec la gravité directement. Ah oui, oui, tout simplement. Et puis voilà, il y a les garde-manger, il y a des frigos partout, donc je fais des courses tous les 2-3 jours. Ok, excellent. Et puis placard vaisselle, placard vêtements, donc le chauffage, la table dinette. On mange à 3 aussi, à 4. La table dinette, en fait, comme c'est des caisses en plastique, la table se met ici, la caisse se met là. Les personnes sont assises, on mange, je continue de couper mes légumes et faire à manger. Et il y a un lit de place aussi, donc on ne sait jamais, pour se faire des petits bisous, ça peut être sympa. C'est génial. Et puis voilà, il y a 120 cm de lit par de 10. Voilà. Je te disais, c'est marrant parce qu'on dit souvent l'habitat va avec la personne et la personne avec l'habitat. T'es tout calme, t'es tout posé et je trouve que ça va bien avec l'habitat. Tant mieux. Tant mieux. Gaylor, écoute, merci beaucoup pour cette présentation. J'espère et je pense qu'on verra bien. On a dû reprendre. En plus, attends, on a les lumières et tout. Je trouve ça fabuleux. Merci beaucoup d'être passé à la maison. C'est cool. D'être passé à la maison. Merci Gaylor. Bonjour Thibaut. Salut. La dernière petite visite de la journée, il y en a tellement, je ne sais pas combien vous êtes, mais c'est impressionnant. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité et ton vélo qui est lié à tout ça, s'il te plaît? Alors du coup, moi je suis agriculteur en Côte d'Or, on fait de la production, on fait du fromage de brebis, on fait de la farine et on commercialise tout en vente directe.
Et moi, ce qui me passionne dans le métier d'agriculteur, c'est le côté produire de la nourriture, de l'énergie, mais produire plus d'énergie qu'on en dépense, quoi. Donc essayer de limiter les tracteurs, la motorisation, les outils lourds. Et du coup, vu que je suis passionné de vélo, j'ai essayé de me faire un engin qui pourrait s'appeler un quad ou un véhicule léger pour aller voir mes champs, pour aller voir mes animaux et aussi pour aller au marché et aller vendre ma production. Voilà, donc... Tu nous le présentes un peu techniquement et après tu nous racontes l'histoire. Est-ce que tu peux nous dire, tu montes à combien, il y a combien d'autonomie, est-ce que c'est quoi, c'est une assistance où tu peux avoir un pédalage? N'hésite pas à nous faire un petit... Alors, donc c'est un véhicule actif, donc on a un pédalier. Par contre, j'ai pas de chaîne. Tu as peut-être déjà vu des vélos comme ça sur le salon, mais donc j'ai un générateur, donc je pédale, je produis de l'électricité au niveau du pédalier. Et ensuite, ça passe par une batterie qui est dans le cadre. Okay. Et ensuite, l'énergie repart sur les 4 moteurs dans les 4 roues. C'est des roues moteurs. Voilà. Vu que je fais du tout-terrain, vu que je peux être des fois très chargé, des fois le poids est que sur l'avant si j'ai pas de chargement à l'arrière, j'ai besoin de cette adhérence et donc de cette fonction 4 roues motrices en fait. Tu montes à combien quand tu n'es pas chargé et dessus? En termes de performance, la vitesse, moi c'est vraiment pas ce qui est recherché. 25 dans un chemin c'est déjà très rapide, donc voilà, je vais à 25 km/h. En termes d'autonomie, pareil, je fais que des petits déplacements, 1 km, 2 km, donc j'ai peut-être 30 km d'autonomie, mais voilà, je recharge une fois par semaine. C'est vraiment pas l'autonomie recherchée. Ici c'est un véhicule où je puisse monter dessus rapidement, descendre et voilà, prendre mes outils, mes batteries pour mes parcs, mes filets et que ça fasse pas de bruit, que j'ai pas besoin de démarrer, éteindre un moteur thermique. Voilà, là on a le côté sympa de l'électrique où il n'y a pas besoin de l'allumer, on monte dessus, on lâche le frein, on appuie sur la gâchette et puis c'est parti quoi. C'est fou. Et alors tu as déjà chargé combien derrière Alors j'ai fait des essais avec des bases de tracteurs pour tester la puissance des moteurs. Pour le moment dans la caisse plastique là je peux mettre une 50aine de kilos et sinon la caisse, moi je veux que ça soit modulable. Donc la caisse je peux la retirer, voilà. Et là je peux charger, je peux mettre 2 adultes ou 2-3 enfants et un adulte. Donc c'est là où je suis le plus chargé, donc ça fait une centaine de kilos. Après j'ai mis des agneaux dans la caisse, j'ai mis des blocs de sel, des trucs assez lourds, quoi, des packs batteries pour mes parcs électriques. Voilà. Mais le poids, encore une fois, en fait, on a besoin souvent plus de volume que de poids à transporter. Donc c'est pour ça qu'un vélo, je fais beaucoup de choses avec un vélo droit, mais les filets, c'est assez long, les batteries, c'est assez lourd et ça ne peut pas être sur un porte-bagages. Et donc là, avec cette architecture, le vélo est stable, on peut charger, on monte à l'avant et voilà, il y a ce côté stabilité du véhicule 4 roues qui est hyper important et hyper pratique, quoi. Moi, il faut que ça soit rapide, il faut que je gagne du temps sur mon travail pour être efficace, quoi. J'ai une petite question. Je vois que là, donc ça s'enchevêtre dans le châssis. Est-ce que le fait de... C'est pour gérer la longueur de jambe, c'est quoi Alors ça, c'est un réglage en plus, mais le réglage principal, il se fait ici comme un siège de vélo. Voilà. Donc faut régler comme une selle de vélo la bonne longueur pour être performant au niveau du pédalage. Peut être petit ou grand, c'est déjà... Voilà. On peut régler aussi la hauteur, l'inclinaison du dossier. Voilà. Le but c'est vraiment d'être confortable. La position est assez droite parce qu'il ne faut pas avoir besoin de se relever. On pourrait même être quasiment droit comme ça fonctionnerait bien. Et là on est assis sur la direction avant. Il ne faut pas que les roues ça gêne le pilotage, mais voilà, c'est vachement maniable. Ouais, c'est très maniable. Ouais. Et dis-moi, question, alors donc tu te retrouves ici, tu es en partenariat avec l'ADEME, pourquoi tu fais ce déplacement? Tu veux apprendre à l'améliorer? Qu'est-ce que tu cherches en fait? C'est juste pour le présenter? Tu veux le... Ouais, moi je suis un passionné de mobilité depuis plus de 10 ans. Je suis acteur, j'ai une entreprise dans le vélo, aussi une entreprise agricole. Et en fait, j'ai juste conçu le produit idéal pour moi. Ça correspond à ce qui est montré au salon et je voulais juste le partager, le montrer aux autres pour qu'ils puissent s'inspirer, pour qu'on puisse peut-être avoir des pièces en commun ou discuter technique. Ici, c'est un échange d'informations hyper enrichissant
Et voilà, moi derrière, j'ai pas pour but de le commercialiser, mais voilà, c'est le côté partage de ce qu'organise l'ADEME, open source, etc. Il faut qu'on donne un petit peu de nous-mêmes pour que les choses changent et que ça aille dans le bon sens, quoi. Thibaut, merci beaucoup. Et ben de rien, bonne journée. Bonne journée, ouais, bonne journée là sur 5 minutes 30. Allez. Merci. Tu connais l'archipel ou pas? Oui, bien sûr, je te disais, moi en tant qu'agriculteur, franchement, j'ai pas loupé beaucoup de tes vidéos. Donc, honoré.